Dans le cadre du colloque biannuel des droits de la personne du SCFP sous le thème Diversité-Équité, voici la troisième de 4 capsules qui traitent de 2 enjeux majeurs qui ont souvent fait la une des médias en 2020, mais dont la définition reste encore floue. Il s'agit du profilage racial et du racisme systémique. Pour cette entrevue, nous recevons un jeune avocat qui a créé la clinique juridique de Saint-Michel. Nous allons faire sa connaissance et comprendre l'objet de cette initiative. Bonjour Fernando. Bonjour Ronald et puis bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Très content de discuter avec toi aujourd'hui. Bon, dites-nous Fernando, c'est quoi le racisme systémique selon vous? OK. Je vais essayer de partir à partir de 4 petites définitions bien simples. Okay? Tout d'abord, pour parler de racisme systémique, il faut d'abord comprendre le concept de discrimination. Le concept de discrimination est simple. C'est n'importe quelle distinction qui est fondée sur un des 13 motifs qui est prévu à la Charte des droits québécoises, qui impose en fait à un groupe de personnes soit un fardeau, soit des obligations, des désavantages qui ne sont pas imposés à un autre groupe. Okay? Ensuite, lorsqu'on parle de racisme systémique, ça fait rapport avec une discrimination qui est fondée sur la race. Donc, on parle du fait que certaines personnes, en fait, sont victimes de discrimination qui est fondée sur la race. Et quand on parle de systémique, il y a plusieurs formes de discrimination. On peut parler de discrimination directe. C'est celle que je vous dirais qui était plus fréquente il y a peut-être 50, 60 ans, quand de manière directe, on pouvait dire à quelqu'un retourne dans ton pays, ou que des personnes haut placées le disaient clairement, voilà la raison pour laquelle on vous discrimine, c'est à cause que vous avez tel look, ou que vous êtes de telle ethnie, ou que vous êtes enceinte, ou que vous êtes une femme. Ou on peut parler de discrimination qui est indirecte, lorsque, par exemple, la discrimination est faite, mais sans nécessairement qu'on utilise des termes qui nous permettent de savoir que c'est une discrimination. Mais lorsqu'on parle de discrimination qui est systémique, on fait vraiment rapport avec des politiques, des pratiques, des comportements qui vont avoir un impact discriminatoire. Et une bonne façon de le comprendre, si on parle de discrimination systémique de manière générale, quand on pense par exemple à l'équité salariale qui a été pendant très longtemps un enjeu pour les femmes, c'était pas que dans la loi nécessairement c'était prévu qu'une femme gagnait moins qu'un homme, mais le système était comme ça. Vous venez et vous êtes une femme, vous gagnez moins. Si vous êtes un homme, vous gagnez plus. Et le racisme systémique, c'est exactement la même chose. Donc, c'est une discrimination fondée sur la race qui, en fait, est organisationnelle. Pas nécessairement par des individus, mais le système en tant que tel discrimine des personnes et n'offre pas les mêmes opportunités à tous. Impose, en fait, un fardeau, des obligations, des désavantages que la majorité, elle, n'a pas à subir. C'est une façon simple de pouvoir résumer le concept. Si je comprends bien, les femmes ont souffert de racisme systémique et en souffrent encore aujourd'hui, compte tenu qu'elles gagnent 80% du salaire des hommes. En fait, les femmes ont subi de la discrimination systémique, donc une discrimination qui est fondée sur le sexe. Oui. Pour les personnes qui sont de communautés racisées, c'est pour ça qu'on parle de racisme systémique, c'est qu'à compétences égales, on n'a pas tout accès aux mêmes opportunités. Et puis ça peut se décliner de plusieurs façons, dans plusieurs domaines, que c'est quelque chose qui est observable et qu'on est capable de même pouvoir le quantifier, le qualifier de manière concrète. Alors, le lien entre le racisme systémique et le profilage racial. Certains disent que le profilage racial, c'est un peu le bras armé du racisme systémique. Qu'en pensez-vous? Mais il faut comprendre que quand on parle de profilage racial, c'est justement de la discrimination qui est fondée sur la race, mais qui est faite par des personnes qui sont en autorité. Très souvent, on va parler de profilage quand on parle des policiers. Puis ça ne concerne pas simplement les agents de la paix, mais je vous dirais que majoritairement, ça concerne les agents de la paix. Et le grand problème ici, c'est qu'une personne, par exemple, qui est victime de discrimination raciale par un individu, par quelqu'un, de manière générale, les différentes formes qui existent, la différence avec le profilage, c'est qu'on parle de personnes qui sont armées, on parle de représentants de l'État, on parle de personnes qui ont la responsabilité d'exécuter des lois, qui peuvent le faire de manière coercitive, appliquer la force sur des citoyens, mener des enquêtes, arrêter des gens. Et les impacts qui découlent souvent d'une arrestation sont très importants. Une personne qui est arrêtée doit faire face à la justice, doit se défendre.
Et étant donné que c'est, par exemple, ça vise souvent des communautés racisées, il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui vont se faire interpeller par la police, arrêter par la police dans des cas de discrimination raciale, qui font face, s'ils sont trouvés coupables, à de la déportation, perte d'emploi. Les conséquences sont tellement importantes que quand tu parles de bras armés, je pense que tu vises bien en fait, la grande problématique, c'est qu'on fait face à des personnes qui ont un pouvoir coercitif et qui se donnent le droit de discriminer les gens justement sur la question de la race. Oui. Dites-moi, pourquoi vous avez créé la clinique précisément? Mais la clinique juridique de Saint-Michel vient d'un constat que j'ai fait au début de ma pratique, parce que moi, mon bureau il est ici à Saint-Michel, et une des choses que j'ai pu remarquer, c'est que de un, il y avait très peu de services juridiques dans ce coin de la ville. L'Est de Montréal, en fait, en termes de services juridiques, est très, très mal desservi. Ça, c'est la première chose. Le deuxième constat vers lequel je me suis buté, c'est que je me rendais compte que beaucoup de citoyens que je rencontrais ne pouvaient pas se payer mes services et en même temps n'étaient pas admissibles à l'aide juridique. Donc, l'aide juridique va couvrir les personnes très pauvres, les personnes qui sont dans le haut de la classe moyenne et plus haut ont une certaine marge de manœuvre pour pouvoir se payer des services juridiques. Mais après ça, quand vous partez de la personne qui travaille à temps plein au salaire minimum, très souvent, qui n'est pas admissible, jusqu'à la famille de classe moyenne, qui ne fait pas nécessairement un très grand salaire, qui n'est pas nécessairement très aisé, mais qui se débrouille, bien, ces gens-là, payer des services juridiques, c'est difficile. Donc ça, c'est une des raisons pour laquelle on a créé la clinique ici. Et il y a aussi toute la question des enjeux de profilage racial qui existent dans tout l'Est de Montréal, et je pense qu'il était très mal desservi en termes de services juridiques, qui avait besoin, il y avait vraiment, véritablement un besoin ici d'avoir un organisme qui fait cette lutte-là au sein même de Saint-Michel. Alors, c'est quoi la mécanique là, derrière votre démarche juridique? Qu'est-ce que vous voulez faire là? Qu'est-ce que vous récoltez actuellement là? En fait, c'est simple, c'est que au niveau du profilage racial, une des choses qu'on fait, c'est que on veut changer des mentalités, notamment au niveau de l'information. C'est-à-dire que la clinique s'applique beaucoup pour informer les gens, créer des capsules. On a un podcast juridique qui est diffusé sur toutes les plateformes numériques dans laquelle on parle uniquement des questions en lien avec le profilage racial, avec plusieurs types d'invités en traitant différents types de sujets, par exemple, tout ce qui a rapport à l'histoire, la sociologie, le volet juridique, bien entendu. Ça, c'est quelque chose de très important pour nous. Mais encore plus, une des choses qui nous intéresse plus, c'est tout le volet d'un accompagnement juridique. Vous savez, par exemple, une personne qui se fait interpeller pour une contravention routière, qui peut avoir comme conséquence, les conséquences sont somme toute bénignes. On parle peut-être d'une contravention, de quelques points d'inaptitude, mais qui a été victime de profilage racial. Très souvent, ces personnes-là ne feront pas valoir leurs droits, ne vont pas essayer de contester la contravention basée sur le fait que cette contravention a été menée en violation de leurs droits constitutionnels. Et c'est là que la clinique offre un service qui est intéressant parce qu'on a beaucoup d'étudiants qui s'impliquent, qui sont supervisés par des avocats, qui nous permettent de pouvoir offrir des services accommodiques et pouvoir défendre des personnes qui, normalement, en fait, ne feraient pas valoir leurs droits. Et très souvent, une des choses que j'ai remarqué, c'est que la grande majorité des gens qui sont victimes de profilage racial, elles sont victimes dans le silence, elles ne disent rien, elles n'en parlent pas. Et c'est pour cette raison-là qu'on veut justement changer cette mentalité et emmener le plus de dossiers devant les tribunaux, surtout pour avoir au Québec une jurisprudence qui puisse être constante, qui se développe et qui commence à reconnaître de manière évidente des problèmes de profilage racial qui existent ici. OK. Puis, donc, vous avez fait une foire, hein? Vous avez rencontré plusieurs personnes qui sont venues témoigner de leur expérience de profilage? Exactement. Le 1er juin 2020, ça a été une expérience, pour de vrai, je ne pense pas que ça a été jamais fait ailleurs dans le monde parce qu'on a essayé de regarder s'il y avait d'autres comparatifs. Jusqu'à maintenant, on n'en a pas trouvé. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a organisé un marathon de 12 heures de temps. Donc, pendant 12 heures, on a eu des personnes qui sont venues en ligne témoigner de ce qu'ils avaient vécu. Puis, une des choses qui m'a marqué, de un, c'est de voir à quel point, même lorsque une personne comme moi qui voit ce type de victimes-là au jour le jour dans ma pratique, ben ça m'a vraiment frappé, ça m'a vraiment touché. Puis il y a encore des cas qui me viennent à l'esprit, que j'ai entendu, qui dépassent l'entendement, vous comprenez?
Donc, c'était 12 heures de témoignages lorsque les gens sont venus en parler. Et très souvent, ces personnes-là, c'était la première fois qu'ils en parlaient. Autant c'est la première fois qu'ils en parlaient en public que la première fois qu'ils racontaient leur histoire à une personne. Et ça, ça a eu une certaine forme thérapeutique, de sorte qu'ensemble, on puisse se raconter notre histoire et on puisse en fait le faire sans aucun filtre, sans aucun montage, de sorte que les gens puissent avoir directement accès à l'histoire que les gens venaient raconter. Donc, c'était 51 témoignages pendant 12 heures de temps, le 20 juin, puis c'est une édition qui va se répéter parce que le 19 juin 2021, on va avoir la deuxième édition de ce marathon-là. Parfait. Puis c'est quoi les effets du profilage, les effets psychologiques que vous avez pu déceler chez les gens qui ont témoigné? Si on y va au point de vue personnel d'abord, ça a été un constat assez unanime au milieu de notre équipe lors de l'organisation du marathon et même au sein même des gens qu'on représente. Les gens qui sont victimes de profilage développent des symptômes de choc post-traumatique qui sont importants. Par exemple, des gens qui disent « moi, je ne veux plus conduire de véhicule », qui abandonnent, qui changent complètement leur mode de vie parce qu'ils ont peur de se faire intercepter par la police. Des personnes, par exemple, qui développent des mécanismes bien organisés de système de défense lorsqu'un policier les intercepte. Des gens qui ont des attaques de panique lorsqu'ils voient la police. Et je pourrais continuer. Il y a beaucoup de conséquences comme ça qui sont évidentes, qui sont au niveau personnel. Mais dans un spectre un peu plus large, je vous dirais que le profilage racial cause un problème et la discrimination, en fait, dans un sens plus large aussi, au niveau des communautés par rapport aux forces de l'ordre. Vous savez, les forces de l'ordre sont là pour protéger et servir, c'est leur mandat. Mais ça devient compliqué et difficile pour un policier de pouvoir protéger et servir quelqu'un qui ne vous fait pas confiance. Il y a certaines municipalités qui ont été très connues là, au niveau du profilage racial au cours des dernières années. Il y en a une qui me vient à l'esprit, je ne vais pas la nommer, mais dans laquelle, après, une étude nous a permis de voir que les policiers au sein de ces forces de l'ordre interceptent les gens de manière, on va dire, correcte, mais pour les citoyens, ça demeure toujours une interpellation de trop. Ça demeure toujours un cas où est-ce que les citoyens se disent « il m'a intercepté à cause de la couleur de ma peau ». À tort ou à raison, pour promener-moi bien, parce que quand on parle de profilage racial, ce n'est pas toujours intentionnel. Quand on parle de discrimination indirecte, on parle aussi de personnes qui le font de manière inconsciente, sans aucune mauvaise foi, mais à cause de biais qui sont bien ancrés, soit dans une organisation ou chez un individu. Donc, ce manque de confiance entre les communautés et la police crée un cercle vicieux parce que les citoyens ne font pas confiance à la police se sent qu'elle doit toujours faire face à des interpellations qui sont très, comment dire, où est-ce qu'il y a beaucoup de résistance. Et là, ça crée des cercles où est-ce qu'on n'est pas capable de bien le vivre ensemble et compromis. Et ça prend, à mon sens, des décennies à réparer ce genre de relations-là, malheureusement. Si vous pensez à l'affaire Villanueva, jusqu'à aujourd'hui, c'est bien ancré. Les gens à Montréal-Nord ne font pas confiance à la police. C'est devenu ça la réalité de vie, malheureusement. Oui. Revenons à racisme systémique. On a vu le nouveau président américain, Joe Biden, qui a fait de la lutte au racisme systémique une de ses priorités. Le gouvernement du Canada, de l'Ontario, notamment, reconnaissent l'existence du racisme systémique. La Ville de Montréal, le service de police de la Ville de Montréal admettent l'existence de ce problème et tout le monde dit vouloir s'y attaquer. Bon, notre gouvernement actuellement ne veut pas vraiment nommer le racisme systémique entre autres, en particulier. On ne tombera pas dans le débat sémantique à savoir si c'est systémique ou pas, mais est-ce qu'il y a quelque chose que les syndicats peuvent faire pour pallier un peu ou pour atténuer le racisme systémique, tant dans le milieu de travail que dans la société en général? Je pense que les syndicats jouent un rôle important parce qu'une des choses qu'il faut comprendre, c'est que la discrimination fondée sur la race au sein même des milieux de travail, c'est une problématique qui est entière. Je pense qu'une meilleure représentation des gens, surtout des communautés racisées au sein même des délégations, des syndicats, je pense que vous êtes le meilleur exemple, M. Boiron, ça vient justement donner confiance. Il faut comprendre que la discrimination raciale découle aussi du fait que
lorsque dans certaines organisations, les gens qui se font diriger ne se retrouvent pas au sein des dirigeants, bien, il y a toujours cette pensée de se dire, je ne serai pas compris, je ne serai pas écouté. Vous devez comprendre, vous prenez l'exemple des États-Unis, c'est sûr et certain, l'élection du premier président noir aux États-Unis a fait écho partout dans le monde parce que c'est de se dire, bien, malgré peu importe votre couleur de peau, peu importe d'où vous venez, vous pouvez accéder aux meilleures opportunités. Et je pense que cette réflexion-là devrait être au sein même des syndicats, de s'assurer en fait qu'il y a une bonne représentativité de la population en général, des ethnies et des cultures, des genres au sein même pour s'assurer qu'on a une représentation qui est adéquate des travailleurs. OK. En conclusion, peut-être qu'on restera un peu sur la question du service de police, puisque votre action en tant qu'avocat, c'est vraiment sur cette notion de profilage que vivent les jeunes par rapport à la police. Dernièrement, le SPVM a parlé de réduction de profilage en insistant sur la notion de faits observables chez les policiers. Donc, qu'en pensez-vous de cette nouvelle approche? Est-ce que vous avez des attentes? J'ai lu la politique d'interpellation de la ville de Montréal. Une des choses, je trouve que c'est encore une autre fois un rendez-vous manqué parce qu'il faut comprendre dans quel moment cette politique intervient, dans un moment où est-ce que le monde entier s'intéresse à ces questions-là, où est-ce que les gens sont choqués à la suite de la mort de George Floyd, qui était un meurtre, en fait, en plein jour, qui a été commis par des forces de l'ordre. Et ce que le service de police a fait, c'est de pondre une politique qui emmène aucune nouvelle obligation pour les policiers, la politique parle que les interpellations à partir de maintenant doivent se faire sur des faits observables. Je trouve que c'est ridicule parce que je me dis n'importe quel fait, de toute façon, un fait par nature est observable, vous comprenez? Et si ce n'était pas déjà le cas, sur quoi on basait les interpellations auparavant? C'est ce que je trouve dommage. Et la politique part du fait, par exemple, que à partir de maintenant, un policier devra indiquer à une personne qui est interceptée la raison de l'interception. Je suis désolé, mais c'est quelque chose qui est déjà prévu au Code de procédure pénale depuis plus de 30, 40, 50 ans. C'est un concept qui est reconnu en jurisprudence depuis longtemps. C'est un concept qui est enchâssé dans la Constitution depuis 1982. Donc, on a repris, en fait, des éléments qui existent déjà, on les a mis ensemble pour en faire une politique qui, dans les faits, ne va absolument rien changer. Ce que nous, on pense qu'il devrait être fait au niveau de la Ville de Montréal, et ce, pourquoi on milite à la clinique juridique de Saint-Michel, c'est pour l'abolition pure et simple des interpellations de routine, fondée sur l'article 636 du Code de la sécurité routière, qui donne le droit, en fait, aux policiers de pouvoir intercepter une personne sans aucun motif autre que de dire « je veux vérifier vos papiers ». Et c'est ce pouvoir-là, non encadré, arbitraire, discrétionnaire, qui engendre beaucoup d'interpellations qui sont en lien avec le profilage racial. Mais il y a un jugement de la Cour suprême, je crois, qui permet ça. Est-ce que je me trompe? Exactement. L'arrêt La Douceur en 1990 a visité les limites de cette pas de l'article 636, mais d'une disposition analogue qui existe dans une autre province canadienne. Et la Cour suprême a jugé que c'était constitutionnel en 90. C'est une décision partagée, 5 contre 4, donc 5 juges pour, 4 juges contre, donc extrêmement serré. Et ce qui est intéressant, c'est que la dissidence, donc les 4 juges qui étaient contre, à ce moment-là, étaient déjà en mesure de voir les problèmes qui pouvaient découler de donner des pouvoirs aussi grands aux forces de l'ordre qui pourraient, en fait, lorsqu'on leur permet de faire des interpellations de routine, utiliser ce cadre-là pour intercepter tout le monde et toujours le justifier sur la base de « je voulais vérifier ses papiers, sa sobriété ou l'état de son véhicule ». Et force est de constater 30 ans plus tard que les juges de la dissidence, à mon sens, avaient raison. Il y a un mouvement qui est en train de se créer au sein de certains juristes pour pouvoir ramener ce dossier-là en Cour suprême, de sorte que, à la lumière de notre société aujourd'hui, on puisse en fait avoir un nouvel éclairage de notre plus haut tribunal sur cette question-là. Je pense que ça mérite d'être visité. Et puis, avec une décision aussi serrée, je pense qu'on a un terreau fertile pour le faire présentement.
Donc, la société évolue et le droit aussi doit évoluer. Et le gouvernement Legault, qui nie l'existence du racisme systémique, a quand même mis sur pied un comité de lutte contre le racisme avec à sa tête Lionel Carman et Nadine Giraud, deux personnes issues de la communauté noire. Êtes-vous encouragé par cette démarche? La démarche pourrait sembler être encourageante. Le grand problème qui existe, c'est que les dés étaient pipés avant même qu'on commence avant même qu'on leur permette de pouvoir commencer leurs travaux. On a déjà dit les conclusions ne pourront pas inclure les conclusions en lien avec le racisme systémique. Donc, on vous dit, voilà le remède à mettre sur un problème on vous dit ce problème-là n'existe pas, mais voilà le remède que vous devez imposer dessus. Posons-nous la question, quelle solution valable pour ce comité-là va-t-elle en mesure d'amener sur les questions de racisme systémique quand ils ne peuvent même pas en parler, lorsqu'ils ne peuvent même pas prononcer le mot, lorsqu'ils ne comprennent même pas la définition? Malheureusement, M. Carman a été dans une entrevue avec Paul Larocque sur un média dans laquelle on lui a donné une situation de fait et on dit est-ce que pour vous, vous comprenez ce concept-là? Il dit, oh oui, ça c'est du racisme. En fait, le journaliste lui a donné la définition de racisme systémique et il acquiesçait à la décision juste parce qu'on avait enlevé le mot systémique, ne comprenait pas de quoi on est en train de parler. Je suis pas du tout encouragé parce que le cadre qu'on leur a donné pour pouvoir agir est tellement limité qu'on se demande comment ils vont pouvoir accoucher d'une décision de politique qui pourra avoir un effet véritablement sur le problème qui existe. Il y a toujours eu cette, on va dire, je dirais pas démagogie, mais en tout cas cette interprétation fausse comme quoi que dire que c'est systémique, c'est dire que tout le Québec, tous les Québécois et les Québécois sont racistes alors que c'est pas systémique, ça aurait dû être systématique. C'est ça le mot pour Le mot inclure tout le systémique monde. ça ne fait pas référence à des individus, ça fait référence à un système. Si quelqu'un comprend le concept de la parité entre hommes et femmes au niveau, l'équité salariale entre hommes et femmes, si vous comprenez ce concept-là, je ne vois pas pourquoi vous ne pourriez pas comprendre le concept de racisme systémique. C'est exactement la même chose, sauf qu'à la place du sexe, on fait référence à la race, tout simplement. Maître Fernando Belton, merci beaucoup. On aurait pu se parler longuement, mais merci pour avoir pris votre temps pour nous. Ça fait plaisir. Salutations à tout le monde. Au revoir.